Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce lundi 11 février 2019, j'étais l'invité de BFM TV pour parler initialement de l'acte 13 des Gilets jaunes et de l'affaire Benalla. Alors l'affaire Benalla, on en a parlé en fin d'émission et j'ai dit que c'était une affaire d'État, vous verrez pourquoi. Mais en réalité, on a surtout parlé en début d'émission des actes antisémites et des actes violents. Et j'ai été frappé de constater que sur le plateau, un certain nombre de personnes, en réalité presque toutes à part le présentateur, liaient directement ces actes au mouvement des Gilets jaunes. Donc je leur ai dit que je trouvais ça scandaleux et que ce n'était pas ce que j'avais entendu dans les manifestations des Gilets jaunes, que j'y avais entendu des revendications démocratiques et de pouvoir d'achat, mais vous pourrez voir dans cette vidéo la manière dont j'ai répondu à ces personnes. Voilà, je vous laisse regarder ça et puis je vous retrouve comme toujours en fin de vidéo. Ce sont deux arbres. L'un avait été planté en 2006, juste après la mort d'Ilan Halimi, et l'autre 10 ans après. Ils ont été sciés ce week-end. Ce sont deux employés de mairie qui les ont découverts donc à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Ils étaient venus pour préparer le site en vue d'une cérémonie de commémoration qui aura lieu mercredi, oui, car dans 2 jours. Ce sera le 13e anniversaire du martyre de ce jeune Ilan Halimi. Cette profanation a été condamnée ce soir par le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place. L'antisémitisme se répand comme un poison, comme un fiel. Il attaque, il pourrit les esprits, il assassine. C'est ce qui s'est passé pour Ilan Halimi il y a 14 ans. Dans 2 jours, nous nous préparions ici, dans cette commune, à ce souvenir. Dans 2 jours, nous voulions pousser à nouveau ce cri d'espérance pour que cela ne se reproduise pas. Et pourtant, la réalité est tout autre. Christophe Castaner, ce soir à Sainte-Geneviève-des-Bois. Nous sommes en direct avec Maître Francis Spinner. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien avocat de la famille d'Ilan Halimi. Quel est votre sentiment ce soir après cette profanation ? C'est à la fois un sentiment de colère, un sentiment de dégoût. Ruth Halimi m'avait dit qu'elle souhaitait que son fils soit enterré en Israël pour qu'il repose en paix. J'avais trouvé à l'époque triste qu'il ne puisse pas être enterré en France. Et c'est malheureusement elle qui avait raison, parce qu'elle m'avait dit que s'il était enterré en France, sa tombe serait profanée. Ce n'est pas la première fois qu'on s'attaque à la mémoire d'Ilan Halimi. Une stèle avait déjà été profanée. Et je constate que l'antisémitisme grandit de jour en jour. Mais ce qui est nouveau et inquiétant, c'est qu'il s'affiche désormais sans complexe. On voit dans des manifestations des gens tenir des propos ouvertement antisémites et qui ne font pas l'objet de la part des autres manifestants d'une condamnation ferme et sans équivoque. Ce qui est terrible avec Ilan Halimi, c'est que son martyre est aujourd'hui devenu un symbole de l'antisémitisme. C'est qu'on voit bien que ces esprits qui s'en prennent à Ilan Halimi, à son souvenir, veulent faire mal. Oui, parce que je rappelle, à l'époque, ça avait été contesté, y compris d'ailleurs par certains lors du procès. Ilan Halimi a été tué parce qu'il était juif. Il a été choisi comme victime parce qu'il était juif. Et que ce martyr devienne un symbole de revendication antisémite, car c'est de cela qu'il s'agit, est intolérable. Maître Spinner, est-ce que vous avez été en contact avec la famille d'Ilan Halimi aujourd'hui ? Je n'ai pas encore eu la famille d'Ilan, puisque malheureusement j'ai été retenu à une audience. Bien entendu, j'essaierai de joindre la maman d'Ilan. Merci beaucoup, Maître Spinner. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct sur BFM TV. Il y a évidemment ces actes ignobles, il faut bien le dire, on vient de les voir à l'instant. Il y a aussi le visage de Simone Veil ce week-end avec cette croix gammée. Et puis ce chiffre révélé par le ministre de l'Intérieur ce soir, 74% de hausse pour les actes antisémites en France en 2018. On va en parler tout de suite avec nos invités. Olga Givernet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche de l'Ain. Bruno Jeudi est avec nous, bien sûr. Je salue Sophie Coignard. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Éditorialiste au magazine Le Point. Et puis Antoine Léaumont, qui est responsable de la communication numérique de la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre sentiment après à la fois ces images terribles qu'on a vues ce week-end et jusqu'à ce soir, et ce chiffre d'une augmentation très forte des actes antisémites ?
Écoutez, moi, je me joins aux propos du ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, ces actes sont insoutenables. On est dans une période, effectivement, où il y a des revendications qui sont sans honte. Et pourtant, elles sont honteuses. Je pense réellement qu'on doit s'alerter du chiffre qui est annoncé aujourd'hui, qu'il y ait eu cette revendication. C'est l'intolérance qui s'installe en France n'est pas possible. Et je pense que nous devons la combattre vraiment fermement. Est-ce qu'il faut faire un lien, Sophie Coignard, disons les choses, entre ce conflit, cette crise sociale très profonde et cette explosion de l'antisémitisme, ces actes qu'on a vus ce week-end à Paris? Il y a une unité de temps indéniable. Il y a dans ce que disait Maître Spinner, il y a quelque chose qui moi aussi plus que m'intrigue, m'inquiète, voire me choque, c'est l'absence de condamnation unanime des autres manifestants. Je pense que, évidemment, il y aurait une manière de démentir très fermement le lien entre ceci et cela. Ce serait que les manifestants, les gilets jaunes, ceux qui les représentent, leurs porte-parole, eh bien, condamnent très fermement ce genre d'acte. Je ne crois pas que ce soit le cas, je suis même sûre que ça ne l'est pas, et je trouve cela problématique. Antoine Léaumont. Moi, j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi on parle des Gilets jaunes dans ce contexte-là, puisque, à l'évidence, cet acte antisémite que je condamne évidemment n'a pas été commis par des Gilets jaunes, puisque... Vous parlez d'Ilan Halimi. Oui, absolument. Non, mais je parle des arbres qui ont été sciés. On n'a absolument aucun élément sur ça. Personne n'a fait le lien, vous l'avez remarqué. Bah, si. En revanche, excusez-moi, c'est exactement comme ça qu'on a commencé l'interview. En revanche, Simone, l'avocat de la famille a commencé comme ça, et à l'instant, on vient de parler encore de ça. Faut-il vous rappeler le visage de Simone Veil et la devanture du restaurant? Mais c'est un scandale. C'est un scandale, que les choses soient claires. Mais nous avons déposé à l'Assemblée nationale une commission d'enquête qui est dirigée par Muriel Ressiguet contre l'augmentation des actes de l'extrême droite. Et de fait, ces actes-là signalent qu'il y a un problème avec l'extrême droite dans notre pays, qui est un problème qui n'est pas seulement dans notre pays, mais qui est dans toute l'Europe. Parce que si on regarde désormais ce qui se passe dans l'Union européenne, vous avez un certain nombre de pays dans lesquels les forces qui sont au pouvoir sont des forces d'extrême droite et qu'on ne condamne pas assez fermement. Et ces actes antisémites ou des actes racistes d'une manière générale qui sont présents dans notre société doivent être condamnés fermement, et il faut donc agir contre ces actes. Est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est une question d'extrême droite, comme le dit à l'instant Antoine Léaumont? Bruno Jeudi? Bon, il faut évidemment pas faire d'amalgame, mais il faut quand même regarder les choses avec lucidité. Le samedi à Paris, depuis maintenant 12 semaines, on a régulièrement des personnages qui laissent libre cours pêle-mêle à la bêtise, à l'intolérance, à l'ignorance, à tout ce qu'on veut, et ça se termine par ce qu'on a vu, un coup des croix gammées sur le visage de Madame Veil, une autre fois des tags du même tonneau sur l'Arc de Triomphe au mois de l'Arc de Triomphe au mois de décembre, et des actes et des propos qu'on entend dans certaines manifestations qui sont le fait d'infiltration dans ces manifs de gilets jaunes, d'infiltration qui viennent aussi bien de l'ultra-droite, il y a aussi de l'ultra-gauche. En tous les cas, il y a beaucoup de gens qui laissent et qui voient les choses se faire sans réagir. On peut aussi s'étonner que les pouvoirs publics qui ont vu ces différents mouvements s'organiser, les quenelles un samedi du côté de Montmartre, des choses comme ça, qui s'affichent sur les réseaux sociaux. Ce que je constate, c'est que les pouvoirs publics, en tous les cas, ne neutralisent pas ces gens. Ils continuent à pouvoir agir et donner libre cours à tous leurs délires et leurs horreurs. Samedi après samedi, il y en a encore eu samedi dernier, c'est pas la première fois. Hélas, je crains que ce soit pas la dernière fois. En tous les cas, on a le renouvellement de ces samedis sans finalement qu'ils soient neutralisés, parce que je sache, dans les différents procès en comparution immédiate, on n'a pas vu ce genre de personnages comparaître. C'est bien ça la difficulté. Je suis désolé, mais moi, des manifestations de gilets jaunes, j'en ai fait un certain nombre. Je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup d'entre vous autour de cette table, mais moi, c'est mon cas. Jamais, je n'ai entendu quelqu'un tenir des propos racistes. Jamais. Ce que les gens disent... Pour en avoir rencontré également, laissez-moi juste finir. J'irai compléter à ce moment-là. J'en ai fait un certain nombre des manifestations, et je fais, lors de ces manifestations, des directs pour Canal Fi, qui est la chaîne de la France Insoumise. Je demande aux gens pourquoi ils sont là. Jamais personne ne m'a tenu des propos racistes. Jamais.
C'est-à-dire que les gens, ils me parlent du référendum d'initiative citoyenne, ils me parlent la plupart du temps de l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est ça le vrai problème des Gilets jaunes. C'est pas les actes antisémites et compagnie. Moi, j'en ai pas vu. Mais ceux qui ont fait la quenelle sur les pentes de Butte-Montmartre, on les a bien vus et tout le monde les a vus. Il y a une pente qui est prise à la fois par le système médiatique et par la Macronie, qui consiste à systématiquement, dès qu'il y a un acte délictueux qui est commis, parce que ce sont des actes délictueux, à s'en prendre aux Gilets jaunes. Quand il y avait la voiture incendiée de l'opération Sentinelle, on a dit que c'était les Gilets jaunes. Bah non, c'était pas les Gilets jaunes. Quand il y a eu l'incendie au domicile de Monsieur Ferrand, qui est un incendie criminel, on a dit que c'était les Gilets jaunes. Bah non, c'est pas les Gilets jaunes. Là, il y a des actes. Là, il y a des actes. Non, mais je suis désolée. L'enquête n'a absolument pas. Non, mais vous dites quelque chose de faux. Non, mais c'est faux, monsieur. On n'a jamais dit que c'était les Gilets jaunes. Non. Je suis désolé, vous n'avez pas dû bien écouter. Regardez ce que font les macronistes sur les réseaux sociaux. Attendez, moi je vous parle des médias. Les médias n'ont pas dit que c'était les Gilets jaunes qui avaient mis le feu à la résidence de M. Ferrand. Pour la voiture, c'est faux. Retirez-le tout de suite. Pour la voiture, si. Non, mais on peut se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont ciblées. En l'occurrence, nous avons tous les élus, les représentants. Oui. Maintenant, on est sur des questions de religion. Aujourd'hui, on se pose réellement une question sur l'animosité et l'agressivité qui est dans notre pays. Vous savez, pour nous, l'extrême droite, c'est un problème extrêmement grave, puisque Jean-Luc Mélenchon et 5 autres députés de la République française qui sont à la France Insoumise ont été, ont reçu des menaces de mort. Voilà. L'extrême droite dans notre pays, c'est ça. C'est des menaces de mort contre les députés. Et nous nous battons contre cette extrême droite qui, de fait, est violente, puisqu'il s'agissait de quelqu'un qui voulait... C'était quand même quelqu'un... Non, mais je vous dis pas le contraire. Mais c'était quand même quelqu'un qui voulait brûler Jean-Luc Mélenchon avec un lance-flamme. Vous vous rendez compte du niveau auquel on est arrivé dans notre pays. Donc il faut se battre contre cette extrême droite. Sophie Coignard. Enfin, plusieurs choses. D'abord, je pense qu'on peut quand même pas considérer qu'il y a que des gentils gilets jaunes qui, tous les samedis, défilent comme des bisounours et qu'il n'y a pas de violence et que tout ça, parce que on en arrive très vite, avec des discours comme les vôtres, à alimenter, mais vraiment très fortement, le complotisme qu'on a vu apparaître. Il y a un sondage ce qui vaut, c'est un sondage, mais enfin qui est quand même tout à fait impressionnant, sur le degré de complotisme des Gilets jaunes, qui n'a pas été publié par un site d'extrême droite, ou par un site complotiste, ou par une télévision infiltrée, mais par une fondation extrêmement respectable et par un institut de sondage qui, jusqu'à preuve du contraire, l'est tout autant. Et ça n'est pas Bruno Jeudi qui va me contredire sur ce point. Sur ce sondage. Laissez-moi, pardonnez-moi terminer, j'ai eu la courtoisie de le faire. Donc, je crois que quand vous tenez des propos comme ça, qui consistent à dire que non, il n'y a pas de violence, que tout ça, c'est des choses qui sont racontées par les médias et sur les réseaux sociaux et qui n'existent pas, ça n'est pas de nature à calmer les esprits. Et il faut faire très attention. On est dans une période où chacun doit prendre ses responsabilités. On est dans une période où il y a des parlementaires de la France Insoumise qui ont reçu des lettres, mais comme vous le savez, il y a aussi des parlementaires d'autres formations politiques, et notamment de la République En Marche, à qui il arrive des choses extrêmement désagréables, et pas seulement Monsieur Ferrand. Il y a eu comme par hasard 3 femmes, 3 députés La République En Marche, à qui on s'en est pris à leur domicile, chez elles, dans leur intimité. Donc, je crois qu'il est vraiment temps de ne pas essayer de, comment dirais-je, instrumentaliser. Alors, ce genre de débat, pardonnez-moi, je termine juste, instrumentaliser pour essayer de vendre une victimisation vis-à-vis de l'extrême droite, etc. Le problème est beaucoup plus grave. Je crois qu'il ne faut pas jeter d'huile sur le feu et je crois qu'il ne faut surtout pas essayer de dire que ce qui existe, ce qui est montré par les médias est une invention. Non, mais je pense que c'est vraiment pas bien. Si vous le voulez bien, on va regarder ensemble un reportage qui va nous montrer que les maires des grandes villes en ont de plus en plus ras-le-bol et ont décidé de s'allier pour alerter le gouvernement après les événements qui se sont à nouveau produits ce week-end. Regardez. Ce week-end encore, à Bordeaux, des vitrines explosées après le 13e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Ces dégâts, certains commerçants les avaient anticipés en disposant, comme ici, des planches en bois sur les façades de leurs magasins. D'autres sont contraints, semaine après semaine, de recruter des services de sécurité. Ça engendre des coûts supplémentaires et pour une petite entreprise comme nous, c'est pas évident d'avoir tous ces coûts sur le dos. Mêmes images de dégradation à Paris ou Saint-Étienne et même inquiétude côté commerçants. Les maires des grandes villes ont donc décidé de se liguer pour prendre la défense des petits commerces.
Les élus de France Urbaine demandent une réunion d'urgence sur les préjudices subis par les habitants et les commerçants des grandes villes et agglomérations. Les conséquences, vous les connaissez, elles sont désastreuses pour les commerçants aussi, dont les pertes de chiffre d'affaires ont été rendues publiques par la Chambre de commerce et qui sont souvent extrêmement préoccupantes, de l'ordre de 50%. Donc je crois que tout ceci maintenant est devenu intolérable. Le gouvernement se dit à l'écoute depuis plusieurs semaines de ces commerçants. Depuis le 26 novembre, nous avons activé la cellule de continuité économique. Depuis le 26 novembre, nous finançons le chômage partiel. C'est aujourd'hui 35 millions d'euros qui ont été financés auprès des commerçants et 66 000 personnes qui sont concernées en France. Et certaines mairies ont pris les devants. À Nantes, les commerçants sont par exemple exonérés de droits d'occupation de l'espace public pendant un mois. Le gouvernement a entendu leur appel, Bruno Jeudi. Oui, puisque Bruno Le Maire recevra les maires des grandes villes et agglomérations mercredi à Bercy pour évaluer justement l'impact des manifestations des Gilets jaunes, alors que justement se posent des difficultés économiques pour les commerçants de ces centres-villes. 13e samedi donc de mobilisation, un peu plus de 50 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur dans toute la France. Est-ce que ça doit continuer? Est-ce que ça peut continuer? Ça ne peut plus continuer. On le voit bien sur la question économique, sur l'insécurité que ça amène chaque samedi, l'organisation qui doit être mise en place, les commerces et les commerçants bien évidemment, mais c'est toute la partie employés également qui est touché, puisque le chiffre qui est prévu chaque week-end, qui, je le rappelle quand même, le samedi est un temps pour les Françaises et les Français de sortie et puis de pouvoir aller faire leurs achats dans les commerces. Donc c'est vraiment aujourd'hui mettre la main et empêcher la France de tourner sur ces week-ends. Oui, mais la mobilisation, finalement, elle reste assez... elle ne bouge pas tellement. On est au-dessus de 50 000 personnes, ça descend pas beaucoup. Ça veut dire que les réponses apportées jusqu'ici par le gouvernement n'ont pas convaincu cela. Ces dizaines de milliers de personnes qui manifestent on en revient au grand débat. On attend beaucoup de personnes qui participent justement à ces grands débats, qui viennent apporter leur pierre à l'édifice. Il y a un temps, bien évidemment, on n'est plus dans l'urgence, puisque les mesures d'urgence ont déjà été annoncées. Moi, j'aimerais revenir sur le profil de ces gilets jaunes, puisqu'on continue à en rencontrer dans les débats que nous faisons. C'est des personnes qui sont émotionnellement, quand même, c'est un peu sur la corde de raid. Elles sont agressives, elles ne savent plus trop où se positionner. Elles nous disent qu'elles veulent le RIC. On fait d'accord, mais une fois que vous avez le RIC entre les mains, le référendum d'initiative citoyenne. Voilà, qu'est-ce que vous allez en faire? On veut un remaniement du gouvernement. Et là, on a du mal à voir en fait qu'est-ce que concrètement ils souhaitent pouvoir changer dans leur vie. Donc nous, on voudrait aller plutôt directement. On voudrait plutôt aller directement à ces solutions. Mais ça, elle doit sortir d'une concertation qui doit être unanime entre les Françaises et les Français. Vous savez mieux que les gens ce dont ils ont besoin. Non, bien sûr que non. Je parle du grand débat, monsieur, du fait d'avoir ces contributions les gens qui se proposent des choses, mais en réalité, il faudrait d'abord pouvoir mettre en place les propositions. Vous dites quelque chose que j'ai pas dit, bien sûr. C'est ce que je comprends. Non, je peux vous le réexpliquer si vous voulez. Non, je dis, il y a le grand débat et la possibilité de converger vers des mesures ensemble. Antoine Léaumont, s'il vous plaît. Ce qui fait fermer les commerces, c'est pas les manifestations le samedi. Ce qui fait fermer les commerces, c'est 20 ans de libéralisme où on n'a pas augmenté les salaires. Voilà ce qui fait fermer les commerces. C'était ouvert il y a quand même 2 mois. Ce que les gens demandent dans ces manifestations, c'est des augmentations des salaires, des augmentations des retraites, des augmentations des allocations handicapées. Pourquoi ? Parce que les gens n'arrivent pas à vivre avec ce qu'ils gagnent à la fin du mois. Moi, j'ai rencontré des gens dans les manifestations qui me disent « J'ai 450 € par mois, comment je fais pour m'en sortir ?» Vous voulez que les commerces tournent le samedi ? Donnez aux gens les moyens d'aller dans les commerces. Prenons un exemple très simple, les coiffeurs. C'est un exemple que j'aime bien parce qu'il est simple à comprendre pour tout le monde. C'est une des dépenses que les gens suppriment en premier quand ils n'ont plus d'argent. Vous augmentez les salaires, vous permettez de faire tourner les salons de coiffure. Et c'est vrai pour tout un tas de commerces qui ne sont pas délocalisables, comme les commerces dans la restauration par exemple. Donc si on veut vraiment relancer l'économie dans notre pays, il faut 1, augmenter les salaires, et 2, on pourrait faire autre chose. C'est mettre en place ce que nous on appelait le fonds de solidarité interentreprises. C'est-à-dire faire en sorte que les petites entreprises payent moins de cotisations sociales et que les grosses entreprises payent davantage de cotisations sociales. Sophie Coignard. Je pense que néanmoins le fait, quand on déambule, moi principalement à Paris, je suis moins en province, mais dans beaucoup de quartiers, et pas seulement autour de l'Arc de Triomphe, et qu'on voit samedi après samedi des rues entières dont les vitrines sont
protégés par du contreplaqué, eh bien, je ne suis pas une très grande économiste, mais je ne pense pas que ça aide les commerces à pouvoir continuer à exister, à prospérer. Donc il faut être raisonnable. Je pense que 13 week-ends avec des vitrines cassées en grand nombre, avec d'autres commerces qui se barricadent parce que c'est la seule solution pour essayer de rouvrir le lundi ou le mardi, eh bien, en effet, ça n'est pas de nature à doper considérablement la consommation. Vous avez entendu l'acteur François Berléand qui, ce week-end, ça a fait beaucoup de bruit. Hein, il a dit, il commence à me faire... pardon pour le mot, mais à me faire chier, les gilets jaunes, pardon pour l'expression, je ne vais pas dire ça à la télévision, mais j'aimerais bien savoir combien il est payé, ce monsieur. Voilà. Oui, non mais d'accord, mais moi aussi ça commence à me faire chier que les gens n'aient pas des salaires décents quand ils travaillent. Voilà ce qui me fait chier moi à la fin du mois. C'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que j'ai rejoint la France Insoumise. C'est pour faire en sorte que les gens puissent vivre dignement quand ils travaillent. Voilà ce qui, moi, me fait chier. Et ce monsieur, j'aimerais bien qu'il se rende compte de ce que c'est d'essayer de finir le mois quand on a un salaire qui est... Attendez, laissez-moi finir. Quand on a un salaire qui est inférieur, quand on a un salaire qui est inférieur au seuil de pauvreté et qu'on doit faire vivre toute une famille. Dites-moi comment c'est... Moi, j'ai rencontré une dame dans une manifestation, elle me disait, j'ai le RSA et j'ai 3 enfants à charge encore. Comment on fait ? Expliquez-moi, comment concrètement vous faites ? Personne ne sait. Moi, il y a aussi des Français qui ne soutiennent pas ce mouvement. D'accord, mais il y a quand même 64% des Français qui soutiennent ce mouvement. Et j'ai l'impression qu'autour de la table, je suis le seul à soutenir ce mouvement et que vous êtes 4 à être d'accord pour dire que les gilets jaunes sont des violents, que les gilets jaunes sont des antisémites, que les gilets jaunes sont des racistes. Donc au bout d'un moment aussi, il faut comprendre aussi pourquoi il y a une critique qui est faite du système médiatique de notre pays. C'est que les gens, quand ils regardent la télé et quand ils regardent une émission comme celle-ci, ils n'ont pas l'impression d'être dignement représentés. Et à l'Assemblée nationale, c'est le cas. Vous avez 64% des Français qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes et vous avez une Assemblée nationale dans laquelle vous avez une toute petite minorité qui soutient le mouvement des Gilets jaunes. Parce que vous donnez beaucoup de leçons. 64%, en fait, bon, ça dépend des sondages, c'est entre 50 et 60%. Et c'est surtout sympathie pour la moitié, soutien pour l'autre moitié. C'est pas tout à fait... il faut faire l'amalgame complet. Donc donnez les chiffres. Le soutien. Et ce chiffre est en déclin par ailleurs. Mais c'est pas vrai. Et le dernier sondage donnait une augmentation. D'abord, les sondages, vous regardez plusieurs sondages, et quand vous regardez sur plusieurs sondages, il est légèrement en déclin. Mais passons, il reste... Est-ce que je peux simplement conclure il y a le point à lancer un sondage. Est-ce que vous soutenez les propos de M. Berléand ? Oui, non. Du coup, on a un chiffre qui est à l'envers, puisqu'il y a 80% des personnes qui commencent à évoquer leur ras-le-bol. Il est sur le point. Merci, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre débat. Tout de suite. Sophie Coignard, on est un peu, faut le dire, un peu stupéfait par ces nouvelles révélations. Alexandre Benalla négociait un contrat pour la sécurité d'un oligarque russe alors qu'il était salarié de l'Élysée. Non mais les bras m'en tombent. Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, Bruce, tout ça. Non, on voit bien qu'en général, on se pose des questions sur les membres des cabinets ministériels et plus spécialement de ceux qui sont attachés à l'Élysée, sur ce qui va se passer dans les 3 ans qui suivent leur sortie du cabinet ministériel ou de l'Élysée. C'est ça. L'idée étant d'échapper au conflit d'intérêts, l'idée étant de ne pas contracter avec une entreprise, avec une partie avec laquelle vous avez été d'une manière ou d'une autre en relation dans le cadre de vos fonctions où vous représentez l'État et là l'État au plus haut niveau. Bon, en général donc ce délai de 3 ans, il y a une commission de déontologie, etc. Tout ça est quand même très très étudié. Et là on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui voyait quotidiennement le président et qui, lui, tranquille, au moment même où il était à l'Élysée, négociait, donc, il faut bien se répéter les termes de la chose pour s'en convaincre, négociait un contrat avec un oligarque russe, alors même, pour remettre un petit peu le tableau en perspective, qu'on sait bien qu'il y a depuis l'élection d'Emmanuel Macron, par ailleurs, des doutes sur, comme vous le savez, la manière dont l'élection aurait... Enfin, il y aurait eu des tentatives de manipulation sur l'élection de la part, venant de la Russie. Donc là, je pense que plus aucun scénariste ne va oser écrire de séries politiques après tout cela. Surtout que Sophie Coignard, Emmanuel Macron s'en est lui-même
plaint et l'a même dit de manière détournée, visant deux médias russes, en présence de Vladimir Poutine à Versailles lors de l'une de ses premières conférences de presse au lendemain de son élection. Et si Bruce Toussaint, les bras lui en tombent, j'ai envie de dire que sans la bagarre de la place de la Contrescarpe, et qui a conduit, après quelques semaines, au départ d'Alexandre Benalla, eh bien, il y aurait peut-être une taupe au cœur de l'Élysée qui travaillerait indirectement pour un oligarque russe proche de Vladimir Poutine. Donc, ce qui est assez étonnant dans cette affaire, c'est comment ça peut échapper au service de contre-espionnage. Comment là, il y a quelque chose il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et, écoutez, j'ai envie de croire le contraire, et j'espère. Mais il y a quelque chose qui est assez étonnant. En tous les cas, une chose est certaine, c'est qu'on sait au moins une chose, c'est que devant la commission d'enquête parlementaire, il a bel et bien menti, puisqu'il avait été interrogé précisément sur la connaissance de cette personne russe. Antoine Léaumont, votre sentiment sur ces nouvelles révélations? On sait plus quoi en penser, quoi. Les bras, vous disiez les bras m'en tombent. J'aime bien la formule. On a à l'été. Finalement, c'est ce qui commence un peu la descente aux enfers de la Macronie. D'Alexandre Benalla, monsieur, s'il vous plaît. Je ne vois pas pourquoi vous associez du coup la Macronie à cela. Parce que, de fait, le président de la République lui-même avait dit s'il y a un responsable, c'est moi qui vienne me chercher. C'était dans le cadre de l'affaire Benalla. Donc ça a commencé, c'est lui-même, avec ses propos, qui a défendu Alexandre Benalla envers et contre tout à partir de ce moment-là. Donc on a un personnage qui, on l'a dit, alors qu'il était auprès de l'Élysée, en mission à l'Élysée, négocie des contrats, qui, une fois qu'il a été dégagé, continue à négocier des contrats, et il y a vraiment un sentiment d'impunité totale. C'est-à-dire que le 2 décembre, alors même qu'il est en train qu'il a des auditions dans lesquelles il a menti, il continue comme ça à négocier des contrats librement et en utilisant ses passeports diplomatiques pour se balader à travers le monde. Là, il était à Marrakech en train de prendre du bon temps, comme on le voit dans l'article de Mediapart. Donc vraiment, c'est l'impression d'impunité totale. Et de fait, pour moi, tout ça est lié à un système politique global qui est celui de la Ve République, qui déresponsabilise les gens. Parce que vous avez un type qui est en haut de tout, et quand le type couvre des agissements comme cela, c'est le président, le type. Oui, c'est le président, le type, oui, mais de fait... Sous la Ve République, c'est le président. Oui, d'accord, mais n'empêche que le président de la République, si vous voulez, je l'appelle le président de la République, c'est pour couvre les agissements de M. Benalla et le défend. Alors écoutez, moi je vais me joindre au fait que les bras nous en tombent tous, effectivement, sur cette personne. Décidément, ça vous a plu, cette expression. Cette personne d'Alexandre Benalla, c'est des agissements individuels. Ça c'est plus. Alors, là, il faudrait évoluer quand même. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui a outrepassé ses fonctions sur tous les plans, c'est-à-dire qui a pu abuser de la confiance qu'on avait pu lui donner dans ses fonctions de collaborateur. Et je suis désolée, on a tous des collaborateurs, on ne peut pas être garant de chaque minute de leur vie, évidemment. Il y a un besoin de conscience professionnelle et apparemment il y avait une immaturité de la part de cette personne dans ce cadre-là. Donc je suis désolée, si les faits sont avérés et on a pu déjà voir qu'il y avait eu des mensonges, donc là évidemment qu'on ne peut pas avoir confiance sur tout ce qui a pu être dit. C'est un réel problème. Et on souhaite de pouvoir passer à autre chose. Pour quand même quelques précisions. Dérive individuelle, c'est quand même de plus en plus difficile. Les éléments de langage, là, il faudrait qu'ils évoluent un petit peu. Qu'est-ce que vous attribuez aux autres? C'est une dérive collective. Encore une fois, ça a déjà été mentionné sur ce plateau, mais personne n'obligeait le président de la République de considérer qu'en gros, il y avait vraiment une chasse à l'homme horrible contre le gentil Benalla. Sur les faits qui étaient à l'époque connus, mais là, aujourd'hui, avec toute la charge qui est passée, je veux dire, on peut pas lui attribuer voilà, qu'il faut vraiment prendre le président de la République, qui à mon avis a été très imprudent dans cette déclaration, qu'il faut venir le chercher. Je pense que c'était vraiment pas une bonne idée. Là le jour où il a fait tout à fait terminé. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que ça continue, c'est-à-dire qu'ensuite on voit bien que
par exemple, Madame Belloubet, garde des Sceaux, essaye d'expliquer à la veille de la première audition de Monsieur Benalla par la commission parlementaire que c'est absolument impossible au titre de la séparation des pouvoirs. Ça va être un nouveau combat de l'exécutif. Et il faut bien dire que moi, en tout cas, en tant que citoyenne, je suis très contente que cette commission d'enquête parlementaire ait eu lieu. Je me permets quand même de répondre parce que c'était à nous qu'elle était adressée, mais je souhaiterais dire quand même que c'est des faits qui ont été au début. Les réactions se sont faites après un certain nombre de révélations. Aujourd'hui, on a quand même avancé sur le dossier et on peut prendre conscience rétroactivement que oui, il y a un souci avec cet individu. C'est une dérive collective. Vous avez Monsieur Benalla, vous avez Monsieur Kras qui travaillait à La République En Marche, vous avez la responsable de la sécurité qui a du démissionné d'ailleurs. Qui a démissionné, mais qui a lancé la perquisition chez Mediapart? Les services du Premier ministre. Donc au bout d'un moment, cette affaire Benalla, ça commence à ressembler très fortement à une affaire d'État. Non, et tant que vous continuerez à nier en disant que c'est des dérives, malheureusement, mais vous avez encore des révélations. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances et à la partager sur les réseaux sociaux. Si vous passez ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et puis comme toujours, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo parce que moi ça m'aide énormément à progresser et je les lis avec une grande attention. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!